On a l'honneur de présenter cette conférence ce soir en partenariat avec l'association J'aime entreprendre. Je remercie également nos partenaires, Grenoble École Management, le Journal des Grandes Écoles, la Société Générale, ainsi que le village CA, qui nous aide pour nos projets, qui nous aide dans cette conférence. Je vais laisser la parole à Louis et Franckane qui vont vous présenter cette conférence, et avant ça, je vais laisser la parole à Margot pour la traditionnelle ligature. Merci à tous et bonne conférence. Monsieur Veil, bonjour à tous. Monsieur Veil, vous naissez le 10 mars 1966 à Strasbourg, en Alsace. À l'Alsace, une belle région connue pour sa gastronomie très raffinée. La tarte flambée, la choucroute, le kouglof, la flamencuche. Pas étonnant que vous vous soyez lancé dans l'aventure gastronomique. Mais avant tout ça, vous travaillez chez PwC à Strasbourg, Paris, Londres, Nouméa. Vous dirigez le Racing Club de votre chère ville et vendez aussi des radiateurs électriques pour le compte de la société Adler. Donc si je résume, vous avez fait du conseil financier, vous avez dirigé un club de foot et vous avez vendu des radiateurs, jusqu'au moment où la restauration est entrée dans votre vie. Au sortir de vos études de commerce, vous n'avez qu'une idée en tête, qu'un seul but, celui de créer votre entreprise. C'est d'une passion commune pour la gastronomie et pour la bonne gastronomie que vous créez en 2011 avec votre associé Gilles Abécassis l'entreprise que nous connaissons tous, Bagelstein. Le concept naît du retour d'un stage de formation chez un vendeur de bagels à New York, qui, selon vos dires, est un artisan qui ne veut pas que vous vendiez de mauvais bagels, même à 8000 km de distance. Bagelstein, depuis, repose sur des concepts d'authenticité, de fraîcheur des produits et surtout sur une communication décalée. Communication qui vous a d'ailleurs valu des accusations de sexisme, d'homophobie, voire même d'apologie du harcèlement sexuel, de la part notamment d'associations féministes et d'une partie des médias français. C'est souvent difficile d'être incompris. Mais quand vous lisez sur vos serviettes, il ne faut pas jouer avec le cœur des femmes, mais plutôt avec ses seins, puisqu'elles en ont deux. C'est parfois un peu compliqué. Vous vous revendiquez alors comme le petit con du fond de la classe qui se moque de tout et tout le temps. En fait, le vrai but recherché par cette forme de communication est de ne pas chercher juste à remplir le ventre de ses clients, mais à chercher à leur faire vivre une vraie expérience. C'est pour ça que vous les remplissez, entre guillemets, de blagues qui sont étalées sur les murs jusqu'aux portes des toilettes de votre entreprise, parce que vous voulez faire vivre une véritable expérience de gastronomie à vos clients. Bagelstein, ce n'est pas qu'un trou dans un pain rond. Bagelstein, c'est aujourd'hui 107 magasins tout en France. C'est un concept qui séduit et en d'autres termes, c'est une véritable aventure entrepreneuriale qui a réussi. Monsieur Veil, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je vais à présent vous laisser la parole pour que vous nous parliez plus en détail de notre problématique. Faut-il être simplement audacieux? Pardon. Faut-il être simplement audacieux pour être entrepreneur? Merci et bonne conférence. Allô. Bravo. C'était presque parfaitement exact. Je me réserve le droit de commenter ce qui ne l'était pas. 17h, 18h30, ben je vous remercie, c'était vraiment un plaisir de venir juste ici. Sinon écoutez, je vais commencer la conférence. Déjà, c'est un honneur de vous recevoir, monsieur Veil, malgré ces retards de train. Je vais commencer tout de suite par le titre de cette conférence, cette belle conférence sur l'entrepreneuriat que je fais avec mon ami Furcade, président de J'aime entreprendre. Dans le titre de cette conférence, il y a marqué « audacieux ». Est-ce que vous vous considérez déjà comme audacieux? Est-ce que vous avez une anecdote par rapport au fait que vous soyez audacieux? Et dans quelle mesure il faut être un minimum audacieux en entrepreneuriat? J'ai pas lu les questions avant. Indubitablement, il faut être audacieux. Maintenant, jusqu'où va l'audace? Et l'audace, ça peut être de venir à Grenoble, parce que pour moi, ça a été très audacieux pour venir ici aujourd'hui. L'audace, c'est peut-être de rester à ces places-là, parce que je touche un peu, j'ai pris froid dans l'avion qui m'a ramené de Chine, là, dimanche. Donc, l'audace, ça peut être ça. Je dirais que l'audace, c'est la prise de risque, et que la prise de risque, c'est la définition d'un entrepreneur. Donc,
Votre question, elle est assez détournée, parce que c'est pas faut-il être audacieux pour être entrepreneur, c'est faut-il être simplement audacieux pour être entrepreneur. Donc est-ce que ça suffit pour être entrepreneur? Définitivement non. Mais c'est une condition nécessaire et pas suffisante pour être entrepreneur, l'audace. La prise de risque au quotidien, et j'y reviendrai un peu plus tard, oui, c'est vraiment mon quotidien. Des anecdotes, j'en ai tous les jours. Alors, ça peut être des baselines de communication. Celle-là était particulièrement dégueulasse et elle est particulièrement pas passée sous mon filtre. Donc elle a duré 24 heures, mais on la paye très cher parce qu'elle est nulle, cette phrase que tu as soulevée. Pas le fait que tu l'aies soulevée, mais qu'elle se soit retrouvée sur un de mes sacs d'emballage. Mais parce qu'on peut être plus drôle sans être aussi clivant. On a sponsorisé la Gay Pride en référence fine et subtile à la forme du bagel avec 5000 t-shirts, peu importe le sexe, pourvu qu'il y ait un trou. C'est plus de l'audace. On a sponsorisé le bac. Le bac, on a découvert que les lycéens, pendant le bac, ils avaient droit à une trousse et une bouteille d'eau. On n'a rien fait avec la trousse et on a sorti des collections de bouteilles d'eau avec les pompes dessus. Donc il y avait la bouteille d'eau anglais avec les verbes irréguliers, la bouteille d'eau mat avec toutes les formules de maths, etc., etc. Notre rêve, c'était d'être interdit par le ministère de l'Éducation nationale. On n'a pas réussi. Donc, pour revenir à ta question, l'audace dans la communication, mais l'audace dans la création de l'entreprise. Moi, j'ai fait une école de commerce pourrissime, de loin pas au niveau de Gênes, et je connais rien à la restauration, à part que je bouffe 3 fois par jour et j'aime plus que ça. Donc, créer une boîte dans l'univers de la restauration alors qu'on n'y connaît rien, oui, c'est aussi, peut-être surtout ça, l'audace. Et justement, en fait, quand on parle d'audace, on a tendance à reprendre votre carrière, parce que vous êtes passé d'une carrière un peu cheap, donc chez PwC, à un entrepreneur. Et qu'est-ce que vous avez le plus marqué dans cette transition, voire même cette non-transition, parce que vous êtes passé d'un job tout de suite qui a été manager, soit au Wrestling Club, soit au sein de PwC, vous êtes passé à un entrepreneur. Qu'est-ce que vous avez le plus marqué cette transition? Alors, juste pour corriger le biais d'humeur, je ne suis pas, à la sortie de mes études, j'étais pas du tout dans une dimension entrepreneuriale. J'ai fait une école de merde parce que j'ai rien branlé pendant ma prépa, et je me suis retrouvé dans une école qui s'appelle l'ICS à Paris. Il fallait que je sois à Paris parce que ma copine était partie à Paris. Donc je l'ai suivie, elle m'a largué. Et je me suis retrouvé dans cette école de merde, et j'ai très vite compris que j'allais pas pouvoir réussir avec le nom et le vernis de l'école, et qu'il fallait que je trouve autre chose. Et j'ai élaboré une valeur qui est très forte chez moi, et que j'essaye de transmettre à mes enfants. S'il y a une chose que vous devez retenir d'aujourd'hui, c'est peut-être ça, c'est que je reste persuadé qu'on est sur cette planète pour une seule raison, qui est exaucer nos rêves. C'est la seule chose qui doit vous motiver tous les matins quand vous vous levez. Parce que sinon, vous passez à côté de tellement de choses. Le problème, c'est qu'on n'est pas tellement conditionné pour déterminer nos rêves. Parce qu'on est dans une société où on s'empêche pas mal de déterminer ce qu'on veut. Je me souviens toujours d'une anecdote où j'étais devant les Galeries Lafayette pendant la période de Noël. Il y avait une mère avec son petit bout qui devait avoir 5-6 ans. Et le gamin, il dit à sa mère « Maman, je veux ça !» Et elle lui file une claque. Et elle lui dit « On ne dit pas je veux, on dit je voudrais. » Et dans quelle mesure on n'a pas le droit de vouloir quelque chose? Je me souviens de la réflexion que je me faisais, mais le gamin, il n'était pas en train de dire je veux voler ce jouet. Il disait je veux ce jouet. Mais laisse-le vouloir, laisse-le déterminer ce que tu veux. Et déterminer ses rêves, c'est vraiment la première difficulté. Et je me suis dit, moi, avec mon école de merde, il faut que je trouve mes rêves à déterminer. Alors, le premier, c'est vous dire si je suis bien barré et qu'il y a déjà quelque chose de vrillé chez moi. Mon premier rêve, en me renseignant, en parlant, en échangeant, je voulais faire de l'audit financier. Sérieux. Je trouvais ça génial d'aller dans plein de boîtes différentes, dans des secteurs d'activité différentes, au sein d'une équipe, à se balader partout, avec une méthodologie structurée,
à comprendre le fonctionnement de l'entreprise, à travailler avec de la finance, de la compta, monter des dossiers, à travailler dans des due diligence dans le cas de cession et d'acquisition de boîtes. Je trouvais ça génial. Et il y avait à l'époque, maintenant ils sont moins, il y avait 8 sociétés qui avaient le monopole de ça, les 8 grosses compagnies américaines, et j'ai écrit partout, et je me suis pris autant de merde en retour. Personne ne voulait de moi. Il y avait juste, comme j'avais fait 2 stages en audit, parce que c'était un rêve, faut pas l'oublier, c'était un rêve, donc j'ai essayé de me donner les moyens. J'avais fait 2 stages en audit pendant mon école, dont un aux États-Unis, et Pricewaterhouse à Strasbourg a accepté de me recevoir. Et ils m'ont dit, il y a 4 places à pourvoir, on a déjà nos 4 candidats, on s'interroge pour une 5e place. J'ai essayé de me vendre, et ils m'ont rappelé en me disant, bon, ça va le faire, mais à une condition, votre école est classée en catégorie 5 sur une échelle allant de 1 à 5, donc vous serez payé à la moitié du salaire des autres. Mais c'était mon rêve, ça n'a pas pris un rêve. Donc j'ai dit banco, et j'étais pas du tout dans une dimension entrepreneuriale. Je voulais juste être le bon petit soldat dans l'audit financier. Ce que j'ai été pendant 10 ans. J'ai fait plein de choses, mais je suis resté pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, il faut peut-être changer de rêve maintenant. C'était quoi mon nouveau rêve? C'était travailler dans le foot. Et ouais, ça va pas voler très haut, excusez-moi, mais c'était le foot. Je ne pouvais pas vraiment être joueur, donc j'ai essayé de diriger un club. Et je suis devenu directeur général du Racing Club de Strasbourg, qui était mon club de prédilection, et qui en plus qui était qualifié en Coupe d'Europe. C'était juste un truc de dingue où je me pinçais tous les matins en arrivant au boulot. Ça a duré 1 an et demi, et puis le rêve a tourné au cauchemar. On pourra y revenir si vous voulez un peu plus tard, parce que c'est un peu éloigné de l'audace de l'entrepreneuriat. Et il a fallu... j'ai tenu encore 1 an et demi, mais au bout de 3 ans, il a fallu que je parte. Et c'est là où je me suis dit, je ne peux pas dépendre autant d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Et c'est là qu'a commencé à germer l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, je veux faire ça. J'ai à ce moment-là rencontré des potes à moi qui avaient une entreprise familiale de vente de radiateurs électriques, vous ne connaissez toujours pas dans le glamour. Et j'ai fait une demi-percée d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai emprunté de l'argent pour acheter des parts. Mais j'étais extrêmement minoritaire, c'était leur boîte familiale, leur aventure. Et l'entrepreneuriat, il était à moitié, voire au tiers, voire au quart. Mais j'avais fait un premier pas. En fait, le premier pas, il s'était surtout traduit par un emprunt monumental, alors que la boîte se cassait la gueule. Et donc j'ai eu des grosses sueurs froides qui m'ont bien forgé pour l'entrepreneuriat d'après. Puis je suis sorti de cette histoire, j'ai remboursé mon emprunt, et je me suis retrouvé avec une femme et 3 gosses qui ne travaillent pas. Bon, les gosses, c'est un peu normal, mais la femme non plus. Et qui mangent aussi 3 fois par jour, hein, c'est assez dingue. Et il fallait que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, d'écrire une histoire entrepreneuriale à partir d'une page blanche. Et j'ai voulu que ce soit dans la restauration. Et avec mon associé, qui est toujours mon associé aujourd'hui, Gilles Cassis, on a créé un concept de restauration autour du sushi, alors que personne ne savait ce que c'était que le sushi. Il n'y avait pas de restaurant. C'était à Strasbourg. C'était avec un tapis roulant. Vous connaissez les convoyeurs où vous servez. Donc à Strasbourg, comme tu l'as gentiment dit, entre la tarte flambée et les Kouglof, 1, on ramène du poisson cru, et 2, on le fait tourner autour d'un tapis roulant. C'était un peu révolutionnaire, sauf que comme on ne venait pas du monde de la restauration, on n'avait pas de paradigme, on était vierge de tout, et on a fait avec nos valeurs. Par exemple, je ne comprends toujours pas encore aujourd'hui comment des gens peuvent manger des desserts japonais à base de pâtes de haricots rouges. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des super pâtissiers, et sur le tapis roulant, à côté des sushis saumon et des yakitori poulet, il y avait des millefeuilles pralinés, des macarons basilic framboise, et puis on a laissé passer le délire encore plus loin. Il y avait des Saint-Jacques sautés au popcorn, du poulet caramélisé au coca, des délires. Et ça a cartonné, et on s'est dit c'est génial, on va ouvrir le 1. Et on avait signé pour ouvrir un 2e à Lille, et on n'a pas eu les couilles de le faire parce qu'on se faisait, on dépendait trop des sushi chefs.
Et deux, on se faisait voler trop de choses par le personnel alors qu'on était sur place. Donc on s'est dit à Lille, ça va juste être une boucherie. Je me vois encore descendant la cuisine et croisant un plongeur, et je lui dis « Ça, t'as une drôle de tête ?»« Non, j'ai rien. » Qu'est-ce que t'as ? Hein ? Tu peux m'ouvrir ton sac ? Il y avait 2 saumons comme ça dans le sac. Je dis « Mais c'est quoi ?»« Ah, je sais pas. » Ouais, les saumons, ils sautent de l'Atlantique dans ton sac. Ça, donc, on n'a pas voulu... On est revenu en arrière en se disant « Ça va pas être le bon concept. » Et c'est là où on a commencé à chercher d'autres concepts. Et là, on était vraiment dans une logique entrepreneuriale pure, et on a eu plein d'audace. Alors pour le coup, parce que qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par louer un local. On ne savait pas ce qu'on allait faire dedans, mais on a loué un local parce que je trouvais que ce local était génial. Il était en face d'un collège à Strasbourg. Et je voulais que cet endroit soit l'endroit où les collégiens viennent sécher leurs cours. S'ils prouvaient qu'ils avaient séché, on leur offrait le café. Mais je ne savais toujours pas quoi y mettre. Alors on commençait à réfléchir, on était parti sur des bobounes, sur des gaufres, sur plein de délires. Et finalement, on s'est dit que le bagel, ça pouvait... Il y avait peut-être une histoire à raconter. Et on a travaillé pendant 1 an sur les recettes de bagel. Pendant 1 an, je payais mon loyer à vie de mon truc de merde en face du collège. Et j'étais toujours pas content, donc je suis allé effectivement à New York avec mes bagels, et je suis allé voir ceux qui les fabriquaient en leur disant « Je serai jamais votre concurrent à 8 km de chez vous, mais aidez-moi parce qu'il manque quelque chose. » Et bien tous, ils m'ont envoyé merveilleusement chier. Je me suis jamais pris autant de râteaux, pareil des gonzesses, mais c'était magique. Sauf un gars qui m'a dit « Attends, les bagels c'est toute ma vie, laisse t'habiller et reste avec moi. » Et c'est là où j'ai affiné pendant quelques semaines les curseurs et où je suis rentré avec une recette qui me convenait. Et on s'est dit, il faut qu'on travaille le concept de Begelstein autour de nos 2 piliers qui sont nos valeurs. Un, une communication, tu as dit très justement, déjantée, borderline, vous avez compris. Et 2, des produits qu'on fabrique nous-mêmes. Et on a décidé de lancer l'histoire, sauf que le local que je payais à vide depuis des mois en face du collège, il était trop petit, il n'avait pas d'extraction pour qu'on fabrique des bagels dedans. Donc j'ai pris un 2e, parce que je suis pas trop audacieux, hein. Pas simplement audacieux, mais audacieux. Et j'ai pris ce 2e local, et on a lancé l'histoire avec, dans ce premier local, où on fabriquait en arrière-cuisine et où on vendait. Et les gens, c'était le b.a.-ba de ce qu'il ne faut pas faire dans le retail. Avec 3 marches à monter. La leçon numéro 1 des bouquins de retail, c'est surtout pas de marche, parce que les clients ne montent pas. Nous, il y avait 3 marches, un quartier pourri, rien. Mais les gens venaient. Et les gens venaient et ils nous disaient « Ah, ouais, moi je connais, j'étais à celui de New York, c'est vachement bien. » Ils nous disaient « Ouais, ouais. » Et c'était déjà très marketé, il y avait le logo partout, sur les serviettes, sur les verres, sur le PQ, sur les cuillères. Ce qui faisait que les gens, effectivement, croyaient que c'était le numéro X d'une grande chaîne. Bon, je ne vais pas raconter tout pendant 3 heures, mais j'avais pas vu la question. Écoutez, quelle histoire exceptionnelle, de auditeur financier à directeur d'un club de foot, à finalement vendre des radiateurs, et puis pourquoi pas se lancer dans le BD. Ma question sera double. Une fois que vous êtes passé entrepreneur, d'après vous, quelles étaient les 3 qualités que vous avez développées ou que tout entrepreneur devrait développer pour lancer sa boîte? Et ensuite, la deuxième question, c'est la suite logique. Est-ce que, du coup, tout le monde pourrait être entrepreneur ou pas? Vous allez casser le mythe, là. Les qualités pour être entrepreneur. J'ai pas de leçon à donner, mais encore une fois, moi je suis pas né pour être entrepreneur. Je le suis devenu après avoir pris des claques dans la gueule, et ces claques elles m'ont forgé aussi. Maintenant, les 3 qualités, là je vous parle, c'est simple, c'est fluide, tout s'est enchaîné, mais ça a été abominable. Ça a été abominable parce que après les radiateurs et avant le restaurant japonais et Begelstein, moi j'avais toutes les semaines l'huissier qui venait chercher ma télé chez moi. J'avais pas de revenus. Et moi j'avais une vision avec Begelstein. Je voyais ce que je voulais et
je sentais qu'il y avait un potentiel. Mais ma femme, elle voyait juste les huissiers. Et sans elle, jamais j'aurais pu le faire. Parce qu'il fallait qu'elle ait super confiance en moi pour croire en moi et en ce en quoi moi je croyais. Donc, la première qualité, c'est l'environnement. Parce que j'aurais jamais tenu ça. Le deuxième, c'est la prise de risque, c'est l'audace quand même. Parce que si j'avais écouté tous les gens qui m'ont dit ça va pas marcher, voilà pourquoi, je passais ma vie à être entouré de gens qui étaient très compétents et qui passaient eux leur vie à m'expliquer que ça allait jamais marcher, si j'avais pas ma vision, ma confiance en moi et ma vision de la prise de risque, jamais j'aurais pu aller construire Begelstein. Après, la troisième qualité, j'ai quand même une connaissance de l'entreprise et quand on va lever des fonds, quand on parle avec des banquiers, quand on prend la parole en public, ça a quand même vachement aidé mon parcours. On peut très bien être entrepreneur sans école de commerce. Et mon associé, il n'a pas le bac, il le vit très bien. Mais pour une partie de la vision d'entreprise, c'est quand même bien d'avoir ce background économique. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième, c'est quoi? Est-ce que tout le monde peut être en... Bah oui. Mais oui. Mais oui, évidemment. Mais chacune et chacun d'entre vous a des ressources. On passe notre vie à être ramené en arrière par nos cerveaux reptiliens. C'est ce que c'est. Vous avez, on a tous en nous un bout de notre cerveau qui nous ramène en tant que code préhistorique, qui nous laisse juste dans notre zone de confort. Si vous faites de la course à pied et que vous courez 10 km tous les jours, pendant 10 ans, vous allez courir à la même vitesse. Parce que votre cerveau vous ramène dans ce que vous savez faire. Et c'est la même chose pour la vision que vous avez de vous-même et de votre vie. Vous avez un cerveau reptilien qui va vous dire pop, 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 pop. Et c'est qui est antinomique avec la prise de risque et l'audace. Et chacune et chacun d'entre vous est un formidable entrepreneur en puissance, s'il en a envie, tout le monde n'a pas besoin ou envie d'être entrepreneur. Mais il faut à un moment donné s'arracher de ce cerveau reptilien qui travaille pour notre bien, mais qui travaille aussi à nous ramener vers le bas. Et moi, le déclic, je ne l'ai pas eu tout de suite. J'aurais jamais pu être entrepreneur à la sortie de l'école de commerce. Je n'étais pas du tout préparé à ça. Il a fallu que je me prenne des claques. Il a fallu que je digère toute cette expérience d'être salarié pour devenir entrepreneur. Et à un moment donné, c'est devenu comme une évidence. Mais c'est pas né tout de suite. Et bon, effectivement, vous avez créé Begelstein, mais il y a aussi la deuxième étape, c'est-à-dire l'hypercroissance. Parce que oui, en 9 ans, vous êtes passé d'un Begelstein à plus de 100. Et on sait, en fait, c'est un peu des stats clichés, mais on sait que seuls 10% des entrepreneurs réussissent, et que parmi ces 10%, seuls encore 10% réussissent à gérer l'hypercroissance. Vous avez passé ces deux étapes, on va dire ces deux phases éliminatoires. Mais comment est-ce que vous avez réussi, et du coup, comment est-ce que vous avez réussi à gérer cette hypercroissance surtout? Alors, il y a une des qualités aussi d'entrepreneur que j'ai oublié de dire, c'est la capacité à bosser. Parce que vous avez fait tous des prépas et donc vous savez ce que c'est. Le problème, c'est que je suis en permanence la dernière solution de l'ensemble des problèmes de ma boîte. Et j'ai beau staffer, et j'ai beau recruter, et j'ai beau mal déléguer, je ne fais pas assez bien, et bien à la fin, quand personne n'arrive à le résoudre, il faut que ce soit mon associé ou moi. C'est clair. Maintenant, comment est-ce qu'on a géré cette hypercroissance? Là encore, ça n'a pas été simple du tout. On a monté Begelstein avec rien comme capital. Je parle de financier, ça vous parlera. Il y avait 1000 euros de capital au départ. Et là-dessus, on a emprunté 110% de ce qu'on avait besoin pour nos 2 premières boutiques. Puis 100% pour la 3e boutique. Puis 100% pour la 4e boutique. Donc on avait des dettes monumentales. Et c'est là que ça a commencé à germer et où on a commencé à rencontrer du succès. Mais qui dit succès dit BFR, dit besoin de capitaux, et on a re-emprunté, on a tiré sur nos fournisseurs, mais c'était
hyper tendu pendant 3 ans, 2 ans, non, ouais, 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'on fasse notre première levée de fonds. Mais ça a été, la croissance, elle venait du marché, parce qu'on avait un produit qui plaisait, parce qu'on avait une demande incroyable sur le nombre d'ouvertures, mais c'est l'apport de capitaux frais qui a permis de donner de l'oxygène dans notre première levée de fonds. On a ouvert notre première boutique, qui n'était pas celle en face du collège, qui était celle où on fabriquait, en janvier 2011. Très vite, on a ouvert la deuxième boutique en avril 2011. Et celle en face du collège, qui était celle pour laquelle j'avais créé le concept, est devenue juste une boucherie de merde. Parce que, en fait, les collégiens venaient, ils venaient tous. Ils venaient à 20 avec un qui prenait un café et 19 qui venaient avec les kebabs frites. Et comme on avait fait plein d'erreurs, on avait la vitrine à boisson à l'entrée, il y avait une piquet tout ce qu'ils voulaient dans la vitrine à boisson. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai mis une caméra sur la vitrine à boisson. Et j'ai mis l'écran au-dessus de la vitrine à boisson avec un panneau, c'est pas la peine de voler, vous êtes filmé. Et ils m'ont piqué l'écran. Et on a ouvert une troisième boutique qui, elle, avait une vraie visibilité. Alors là aussi, on parlait d'audace. Une boutique, j'entends parler d'une boutique au plein centre, un emplacement numéro 1 à Strasbourg, plein centre-ville. Et je vais voir le bailleur, que je connaissais un peu, et il me dit, pas de problème, c'est 300 000 euros et 3 500 euros de loyer. Et on n'avait pas 1 euro. Et je commence à dire à monsieur de vendre ma sauce, il me dit, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et à ce moment-là, arrive le fils de son associé, qui vient et qui dit, attends, j'ai vu un concept, c'est un truc de dingue, ça s'appelle Begelstein, il faut que tu trouves les mecs parce qu'il faut les installer dans les buts. Okay. Et du coup, le bailleur a dit, ok, on passe de 300 000 à 0, mais on passe de 3 500 à 7 000. Audace, pas audace? Audace. Et donc, j'ai signé, et c'est là qu'a démarré l'aventure Begelstein, puisqu'on a eu une première boutique extrêmement exposée, où les parlementaires qui à Strasbourg venaient et disaient, c'est quoi ce truc-là? Mais moi, je veux le même à Lisbonne, je veux le même à Madrid, je veux le même à Berlin, etc. etc. Et juste peut-être une partie plus financière, au début vous avez commencé qu'avec des prêts bancaires, ensuite vous êtes passé à des levées de fonds. On sait que les prêts bancaires c'est souvent déconseillé pour l'entrepreneur et que pour le coup les levées de fonds c'est un peu plus garanti entre guillemets parce que vous êtes accompagné en plus de l'apport financier. Comment est-ce que vous avez réussi surtout à gérer les frais bancaires? À les gérer, ça allait. C'était les obtenir qui étaient plus compliqués parce que ça a été vraiment des grosses négos avec les banques. Convaincre des banques de nous suivre. Le prêt bancaire, ça coûte moins cher que l'achat des parts. Hein. Ça génère de l'endettement et ça a un impact sur le bilan. C'est pas en capitaux propres et ça rassure personne. Mais une fois que vous l'avez remboursé, vous êtes chez vous et vous êtes tranquille. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, il faut générer les flux de trésorerie pour pouvoir les rembourser. A priori, quand on est dans une phase d'hypercroissance, c'est plutôt pas mal. Là, il fallait qu'on prouve aux banques au départ qu'on allait être dans une phase d'hypercroissance pour qu'ils nous fassent confiance. Aujourd'hui, on a quasiment plus d'endettement et très vite, parce que le vrai dilemme pour moi, c'est pas prêt bancaire ou levée de fonds, c'est prêt bancaire sans garantie personnelle. C'est ça la grande difficulté. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, et je ne pense pas qu'on pourrait encore le faire, de donner des prêts sans garantie. Les premiers, j'étais garantie personnelle, et je le paye encore très cher aujourd'hui, puisqu'on a ouvert une boutique en 2012 à Mulhouse, qui a été une catastrophe, et où j'étais caution personnelle du prêt, et où je finis de le payer en 2021. Ouais, donc l'audace, parfois on se le prend dans la gueule. Hein. L'année prochaine, on est en 2021, ça fera 10 ans que Begelstein existe. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un entrepreneur 10 ans après ou simplement PDG? Non, comme un entrepreneur au quotidien, d'abord parce qu'il n'y a rien d'acquis, tout est fragile, le monde évolue à une vitesse.
J'étais il y a 3 semaines à New York pour le salon du retail, où on vous explique que les entreprises qui n'ont pas le paiement par reconnaissance faciale sont complètement has-been. J'ai encore un peu de marge, hein. Et que le monde il bouge à une vitesse de dingue, les marchés à une vitesse de dingue, le RSE, et quand je vois ce qui se passe, la manière dont vous le gérez dans l'école, en tout cas le peu que j'ai pu en voir, je trouve ça assez incroyable. Nous, on essaie de l'introduire dans les boutiques et ça a des conséquences énormes et souvent contradictoires. Les appétences, quand on est arrivé en 2011, personne ne savait ce que c'était que le bagel. On a fait le premier salon de la franchise pour nous en 2012, on n'avait pas un rond, vous l'avez compris. Il y avait une table et 2 chaises et 2 photos de nos boutiques strasbourgeoises. Et à côté de nous, il y avait Monceau-Fleur avec des majorettes, McDo avec des feux d'artifice et des fontaines, et on n'existait pas. Et les gens venaient et disaient « C'est quoi ce truc là, Bagelstein ?» Et on leur expliquait ben voilà, on fait des cookies, des crumbles, des bagels. Ah ouais, on peut goûter? Non. On n'est pas là pour vous faire bouffer gratos. Si vous voulez bouffer, vous allez chez McDo, quand vous avez plus faim, vous revenez. Et les gens revenaient. Et on leur dit, ils nous disaient alors comment ça marche? Il faut faire un chèque. Un chèque? Ouais, un chèque à la SNCF et venir à Strasbourg voir les boutiques. Hein? Ils sont venus. Et moi je savais pas comment faire. Les mecs ils venaient. Alors moi je vais ouvrir à Perpignan, moi à Clermont-Ferrand, moi à Brest. Vous savez pas. Et donc le marché du bagel n'existait pas en 2011 quand on est arrivé. Et on a créé ce marché. Mais aujourd'hui, c'est plus sur cet élément de différenciation qu'on existe. C'est sur le système de communication, c'est sur le fait d'être frais, c'est sur le dynamisme des recettes. Et nos armes de l'époque ne sont plus les mêmes. Donc pour moi, tous les jours, c'est de l'entrepreneuriat. Là, on est en train de réinventer les boutiques Begelstein où on va avoir du libre service de bagel frais, ce qui pour nous est révolutionnaire puisque tout est fait minute sous vos yeux. C'est une nouvelle aventure et vraiment, je me sens entrepreneur tous les jours. Mais justement, vous avez évoqué le fait que le Bagelstein n'existait pas il y a encore 10 ans, mais qu'aujourd'hui c'est une réelle tendance, vous avez beaucoup plus de concurrents qu'avant, et surtout vos concurrents aussi prennent de plus en plus de parts de marché. Mais est-ce que c'est pas une mode? Et comme toute mode, est-ce qu'il n'y aura pas une fin dans les années à venir? Comment est-ce que vous voyez du coup votre stratégie pour les années à venir? Pour vous différencier, mais aussi pour garder vivant le secteur du bagel. Moi, je ne m'estime pas comme un acteur du bagel, paradoxalement. Je suis un acteur de la restauration rapide. Et ce marché de la restauration rapide, j'ai la faiblesse de penser qu'à partir du moment où on fait des choses bonnes, drôles, et dans un prix qui convient, et dans un lieu dans lequel il y a pas mal de monde qui passe, il y a peu de chances que ça s'arrête. Subway, ils font des sandwichs de merde depuis 30 ans avec des photos de tomates qui transpirent au mur et des faux carreaux, et il y en a plein. C'est même la plus grosse franchise au monde. Donc, il y aura toujours de la concurrence et j'aurai toujours besoin de me réinventer. Mais les marchés, avec cette concurrence, c'est pur, mais c'est pas pour ça que tous les acteurs disparaissent. Au contraire, je pense que ça renforce les acteurs qui font bien leur boulot. On vous a suivi récemment sur les réseaux sociaux ou sur vos différentes interviews. Par exemple, en décembre dernier, vous êtes apparu sur BFM TV. Et sur BFM TV, vous avez dit, je cite, « Conquérir le marché européen n'était pas notre objectif premier. » Et maintenant? C'est un objectif imprime, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire en France. Mais c'est vrai que l'export, ça m'a toujours titillé. Travailler à l'international, ça m'a toujours titillé. Et je pense que mon prochain rêve, est-ce que je l'exaucerai un jour, je sais pas, mais mon prochain rêve, ça serait d'aller vendre des bagels aux États-Unis. Je trouve ça trop génial comme pied de nez. Mais avant ça, il y a beaucoup d'étapes. On a ouvert, avec beaucoup de frilosité, une première boutique à l'étranger, au Luxembourg. L'audace, c'est moyen, hein, Luxembourg. En Belgique. Et puis, on a eu notre deuxième levée de fonds. On l'a faite avec, non pas un financier, j'aurais pu, mais avec un énorme groupe de distribution suisse qui s'appelle Migros, qui pèse 34 milliards, qui est l'équivalent de Carrefour en Suisse, et qui est devenu aussi notre master franchisé suisse. Donc on a ouvert
On a des boutiques en Suisse. Mais le vrai défi pour moi, ça a été essayer de travailler dans une autre langue. Et il y a un gars qui est venu me voir pour l'Allemagne, et j'étais tellement heureux de voir que je pouvais conquérir ou satisfaire quelqu'un qui voulait absolument ouvrir une boutique en Allemagne, que j'ai pas été très regardant sur le profil du gars. Et on a ouvert en juin 2016 une boutique à Karlsruhe en Allemagne, et on l'a fermée en septembre 2016, parce que c'était une atteinte à la marque trop violente pour que je puisse l'accepter. J'aime répéter que j'ai deux choses dans ma vie. J'ai ma femme et mes gosses, d'un côté, et j'ai la marque que j'ai créée de l'autre. Je déteste personne suffisamment pour leur confier ma femme et mes gosses, mais je vais confier ma marque à des gens. C'est énorme pour moi. Et là, il y a un gars qui est venu et qui voulait la marque en Allemagne. J'ai signé, mais c'était abominable, de non-respect de la marque, de non-respect des valeurs, de non-respect des règles d'hygiène, et on l'a fermé. Sauf que j'avais investi beaucoup d'argent pour tout traduire en allemand. Et mon concept, c'est pas simple à traduire. Il y a une partie purement traduction, mais il y a des choses que je ne peux pas traduire et qu'il faut que j'adapte. Des blagues du type la vie est trop courte pour apprendre l'allemand, ça me fait pas rire. Ou quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Donc il a fallu adapter, et j'ai dépensé pas mal d'argent pour ça, les blagues, mais aussi la caisse informatique, les sacs d'emballage, etc. Donc, ça m'emmerdait que tout ça soit perdu, et on a rouvert des boutiques en Allemagne à nous. C'est-à-dire où c'est plus un franchisé qui met l'argent sur la table, c'est les pépettes à moi, et c'est moi qui investis. Et ça a été extrêmement compliqué, alors que Karlsruhe, c'est tout de suite à 20 km, 30 km de chez moi, mais à un univers de distance. Et ça nous a donné beaucoup d'humilité pour notre déploiement à l'international. Et aujourd'hui, notre stratégie, elle est claire, on n'ouvrira plus de boutique en succursale, parce que on n'est pas assez structuré pour faire ça. On ouvrira avec des réseaux de master franchise qui porteront la marque dans un pays. C'est pour ça que quand il y a l'Inde qui est venue nous voir en nous faisant un pont d'or pour ouvrir 200 boutiques, j'ai dit à ma femme, super, on va avoir du nano fromage tous les jours, mais à part ça, on ne peut pas. Le risque est beaucoup trop dangereux de voir la marque être dégradée, et notre stratégie export, elle va se faire petit à petit avec des partenaires de master franchise. Donc vous avez refusé 200 franchises en Inde. J'ai refusé 200 franchises et ça m'a économisé de nombreuses heures de sommeil. Mais je voulais aussi revenir justement sur le point financier avec les fonds. Donc effectivement, vous avez traité les points sur les prêts bancaires, mais du coup les fonds. Mais effectivement, vous avez parlé du fait des parts sociales, enfin, du fait qu'ils prennent des parts. Mais justement, quels ont été les inconvénients par rapport aux fonds? Effectivement, ils vous rapportent un air frais, des conseils, mais qu'est-ce qu'ils vous prennent aussi? Ils prennent des parts, c'est surtout ça. Hein. C'est-à-dire que nous, on a deux actionnaires qui sont tous minoritaires, c'est toujours mon associé et moi qui avons le contrôle de la société. Mais au-delà de la minorité ou de la majorité, vous êtes plus chez vous, il y a du reporting, il y a rendre des comptes, et surtout quand on est une petite structure, qu'on est plus en mode start-up, on est à 10 000% dans l'exploitation, dans le développement, et mettre en place des outils de reporting, payer des comptables pour rendre des comptes, on a vraiment l'impression au départ de perdre son temps. Et c'est rageant, parce que on prend des ressources qui pourraient faire autre chose. Le fait d'avoir des parts à quelqu'un d'autre, c'est aussi compliqué parce que vous figez les choses à l'instant T. C'est-à-dire que vous êtes en année N, votre boîte elle a une valeur de X, et vous ouvrez 20%. Mais quand vous vous développez 4 ans après et que vous voulez relever, c'est plus la même histoire. Et les autres fonds qui viennent dans un deuxième temps, ils ne voient pas de la même manière que quand le terrain était vierge et qu'ils avaient un espace de jeu, ils vont devoir composer avec d'autres. Et puis, les fonds, ils sont là pour faire un retour sur investissement, et il y a un ROI qui leur prévaut. Et vous travaillez parfois dans une vision long terme avec la pérennité de la marque, mais qui vont nécessiter des investissements et des capex qui ne vont pas forcément leur plaire. Alors,
on peut toujours dire ta gueule, je suis majoritaire, mais quand on est à ce niveau-là du dialogue, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, nous, on n'aurait jamais pu, on serait plus là s'il n'y avait pas eu les levées de fonds. C'est clair, parce que l'endettement à 100%, il nous a permis de démarrer, mais à un moment donné, il a fallu qu'on ait autre chose. Et aujourd'hui, la partie conseil, elle est aussi importante selon la nature du fonds et le partenaire qu'on fait rentrer dans la boîte. Entre mes deux fonds, ça n'a pas été toujours la même chose en termes de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur, Monsieur Veil, et c'est pour ça qu'on va lancer une rubrique. On va être disruptif et innovant, pardon. La rubrique, si vous aviez, on va vous donner une phrase, et en 1 minute, il va falloir répondre. Ça va dynamiser la conférence. Si vous aviez un conseil à donner à un étudiant qui veut lancer sa boîte. Croyez en votre vision, vous êtes le seul ou la seule à avoir raison. Et n'écoutez personne d'autre que votre tête. Très bien. Si vous aviez une entreprise innovante dans laquelle vous devriez investir aujourd'hui, n'importe lequel dans le monde. Que j'ai dans le viseur pour la racheter, non. Mais j'ai vu un truc de dingue. Mais moi, je suis un vieux con, hein, donc mes trucs de dingue, c'est pas forcément vos trucs de dingue. J'ai vu un truc de dingue à New York. C'est une appli qui s'appelle Site, S-Y-T-E. Vous êtes en train de lire Elle ou Marie-Claire, et vous voyez un chemisier qui vous plaît vachement. Vous le scannez et vous tombez immédiatement sur le lien avec exactement le chemisier. C'est le Shazam de ce que vous avez vu et qui vous plaît. Il vous décompose tout, la chemise, le collier, les boucles d'oreilles, les pompes, la jupe. Et vous avez le même 30% moins cher qui est un peu plus foncé. Le même, on s'en fout du prix, c'est chez Hermès qui est 10 fois plus cher. Et ça cartonne. Et je trouve ça juste génial. Si vous aviez un seul regret. D'avoir changé de stratégie il y a quelques mois par rapport à notre développement en franchise versus notre développement en succursale. On a ouvert beaucoup de succursales parce qu'on avait nos masters franchisés qui nous disaient vous n'avez pas beaucoup de succursales, est-ce que vous ne croyez pas en votre concept? C'est un peu bizarre. Du coup, on a arrêté la franchise pendant quelques mois et on est reparti en succursale et ça ne se gère pas de la même manière. C'est quoi les différences du coup? Alors, la succursale, c'est moi qui mets mon pognon sur la table, versus un franchisé qui investit et qui est propriétaire de son fonds de commerce. Et surtout, un franchisé, comme il a investi dans la boutique et qu'il a mis ses coups sur la table, et ben il est vachement présent dans la boutique et il suit son business. Alors que quand c'est une boutique à moi, c'est un manager salarié qui, je pense que ça lui prend environ 72 heures avant qu'il se pose la question, mais pas plus de 72 heures. Hein. Ok, comment je vais voler? J'exagère absolument pas. Je suis une fois par mois chez le flic pour déposer plainte. L'autre jour, j'ai une nana qui devait déposer les espèces qu'il n'a pas fait. Elle est venue en me disant qu'elle est partie en vacances 3 jours, elle revient après. Elle revient 3 jours après dans mon bureau en pleurant, en disant mais en fait, je suis partie, j'étais pas en vacances, j'ai enterré mon père. Je dis ouais. Et elle me sort, effectivement, l'acte de décès de son père. Je dis, ok, mais il dépose les espèces dès demain. Elle avait fait un faux acte de décès où elle était allée demander le numéro de l'agent d'état civil du village de son père. Donc, il y a des trésors d'imagination. Mais tout ça pour dire qu'entre un salarié qui, en plus, je ne suis pas là tous les jours derrière son dos, et un franchisé qui a choisi la marque, qui y croit et qui a mis ses économies dedans, eh ben, c'est pas les mêmes résultats. Mais alors, en même temps, une franchise, hein, le chiffre d'affaires moyen d'une boutique Begelstein, c'est 400 000 euros. Je prends 5% de royalties, donc ça me fait 20 000 euros par an par boutique. C'est beaucoup quand on est étudiant, mais derrière, j'ai plein de choses à financer. J'ai de l'informatique, j'ai de la pub, j'ai de l'animation réseau, etc. etc. Alors que si j'ai une boutique à moi qui a une rentabilité entre 10 et 15%, ben, c'est plus rentable. Sauf que, comme c'est des managers salariés, c'est pas toujours le cas. Là-bas. Non, il y a un droit d'entrée au départ pour
pour rentrer dans la franchise, et ensuite il y a les royalties. Ok, super intéressant. Et si jamais vous deviez entreprendre maintenant, en 2020, quelles seraient les différences? Si je devais créer Begelstein en 2020, c'est compliqué. Qu'est-ce qui a changé? Le goût des consommateurs, leur rapport avec l'environnement et l'économie solidaire, le temps qu'ils sont prêts à attendre dans une boutique pour récupérer de quoi manger, la présence incontournable des agrégateurs que sont Deliveroo, Uber Eats, et qui ont changé beaucoup de choses. Ouais, j'intégrerais ça différemment. Et enfin, si nous avions une seule chose à nous souhaiter pour cette année 2020. De continuer mon développement en France et de trouver des beaux partenaires en master franchise pour l'étranger. Et pour finir, peut-être que ça va vous intéresser, public, est-ce que vous embauchez des stagiaires ou des alternants? Uniquement de Grenoble École de Management. Bonne réponse. Des stagiaires, alors des alternants, on l'a fait longtemps, on le fait un peu moins. Je suis prêt à étudier tout ce qui peut être sympathique. Ça marche. Écoutez, on va passer aux questions du public. Je pense que ce qui va vous motiver, c'est les bagels. Donc n'hésitez pas à poser une question intéressante pour être récompensé en bagel. Oui, c'est pas mal, je peux faire un vote aussi, hein. C'est pas un problème. Donc en fait, vous avez parlé tout à l'heure du cerveau reptilien, qui fait que quand on cherche à entreprendre, il y a ce rapport au risque. Et en fait, ce rapport au risque, justement, il est différent selon l'individu. Or, vous avez dit que chaque personne pouvait être entrepreneur. Et est-ce que vous auriez, par exemple, vous, comment vous avez su gérer justement un petit peu cette émotion quand on prend un risque comme emprunter de l'argent à la banque, on sait qu'on est embêté, on va monter un projet, on ne sait pas trop comment ça va se passer. En plus, l'environnement extérieur n'est pas forcément n'a pas toujours la même vision. Comment on fait pour garder sa confiance, son énergie, alors qu'en fait, on a le trac, on ne sait pas trop quoi faire? Alors, c'est exactement ça. Et quand tu me demandais si je me considérais encore entrepreneur au quotidien, mais les angoisses que j'avais le premier jour, je les ai encore tous les jours. Et je faisais une conférence un peu comme celle-là dans une autre école, et on me disait, mais c'est quoi la différence entre entrepreneur et salarié, puisque vous avez connu les deux? Mais je ne sais plus comment ça s'appelle en maths, mais c'est la hauteur de la sinusoïde. C'est-à-dire que j'avais des angoisses aussi quand j'étais salarié, mais elles étaient plus flat. Là, j'ai des descentes qui ne sont pas d'organes, mais qui sont de stress, et j'ai des victoires qui sont juste phénoménales. Après, tout le monde n'est pas formaté pour accepter cette amplitude, mais tout le monde n'est pas obligé non plus de vivre d'aussi importantes descentes et montées. On peut être entrepreneur et avoir des choses qui sont plus posées et avec des prises de risque moindres. Moi, j'ai accepté à un moment donné d'avoir une communication déglinguée pour pouvoir gagner les parts de marché très vite et faire connaître ma marque, mais personne ne m'oblige. Quand vous êtes un peu jeune, il y avait un publiciste qui s'appelait Jacques Séguéla, qui a sorti cette grande vidéo aussi, qui est, si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie. Et un soir, il était invité chez Ruquier, non pas chez Ruquier, au genre un talk show chez Ruquier. Et on parlait d'homosexualité, et il était extrêmement gêné, au point où ça en était gênant. Nous, on s'est dit, on va se foutre de sa tronche le lendemain. Donc on a fait un post. Juste photo à ce moment-là. On n'est pas obligé de faire des posts pour se foutre la gueule d'un mec qui était gêné dans un talk show. C'est une façon de voir. Et quand je fais ça, j'augmente l'amplitude de ma sinusoïde. C'est sûr, mais je ne suis pas obligé de le faire. Je le fais. Et du coup, le lendemain, on a fait un post. J'en ai marre de ces gays-là. Jacques S, 81 ans, vieux publiciste. Mais il y a des réseaux sociaux avec des gens qui ne veulent pas que du bien.
Et donc, on nous a retiré le Jacques 81 ans vieux publiciste, et ça a été, j'en ai marre de ces gays-là avec Goldstein. Et je me retrouve avec Libé, Le Monde, Les Inrocks, l'homophobie Begelstein dégueulasse, des manifs LGBT dans ma boutique, des vitrines cassées, et moi en train d'aller dans des associations LGBT en train de dire « je vous aime ». Donc, la prise d'audace, et ta question est très juste, c'est moi aussi qui ai induit le... Quand je fais des serviettes en papier sur lesquelles je mets recycler avec les livres de Marc Lévy, je pourrais ne pas le faire, mais voilà, c'est ce qui me motive. Mais du coup, je me prends des bouffées d'adrénaline. Et ça, c'était il y a quelques années, mais là, je suis convoqué au bureau de vérification de la pub parce qu'on a fait un dessert porn food, cookies, muffins, brownies, crème chantilly, amandes, chocolat chaud. Et l'accroche, c'est, avec un point d'interrogation à la fin, s'il vous plaît, le diabète, c'est dans la tête. Voilà. Eh ben, je suis pas obligé de faire ça. Mais forcément, ça... Donc, comment je le gère? Moi, je viens de Pricewaterhouse, hein, où là, il n'y a rien qui dépasse. Et au début, j'aurais jamais pu passer par là. Ça a été une prise de conscience qu'à un moment donné, j'étais prêt à accepter ça. Et quand je dis je suis prêt, je suis grande gueule. Mais combien de fois je me réveille? Enfin, je pense que je ne sais plus faire une nuit complète. Hein. Donc, il faut le porter derrière. Hein. Pas seulement les heures de travail, mais le stress induit. Et puis, au début, j'avais un salarié, 2 salariés, 3 salariés. Aujourd'hui, on a plus de 200. J'ai une responsabilité, j'ai des franchises, j'ai une marque, j'ai des gens qui me suivent. Ça gère aussi du stress et de l'angoisse. Mais je fais la grande gueule avec mon cerveau reptilien, mais il est encore là, hein, et il me tire aussi vers le bas. Mais parfois, heureusement, parce que sinon, je ferais peut-être encore plus de conneries. Il y a une question que je pose souvent dans le cadre de business que vous avez monté, c'est comment vous faites pour garder la qualité du produit et la recette qui est la même dans tous vos établissements. Et en plus, vous dites que vous venez pas du monde de la restauration. Donc comment vous avez fait pour garder cette constance, cette qualité qui est quand même un facteur quand même essentiel, je pense, du... Absolument. Alors, en fait, d'abord, un des facteurs clés de succès de Begelstein, c'est que ça tient à la nature de la boutique. Nous, on n'appelle pas ça des restaurants, c'est des boutiques. Pourquoi? Parce que je livre tous les matins des bagels frais, pas surgelés, des cookies frais, des muffins frais, en fait, tout ce que vous pouvez avoir dans une boutique, et des tomates tranchées, du poulet émincé, de la salade en lanière, du cream cheese battu, tout est prêt à l'usage. Ce qui fait que la boutique de Grenoble, elle reçoit tous les matins, ce qui va lui permettre de faire ses bagels. Mais elle ne fabrique rien. Donc, les bagels ne sont pas fabriqués par la boutique de Grenoble. On lui envoie frais, tout prêt, tous les matins. Et donc, c'était ce qu'on voulait par rapport au restaurant japonais où on dépendait de chefs, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des centres de production. Alors, j'en ai 3. Et donc, c'est plus simple pour moi de contrôler la qualité de 3 que de 107 boutiques. C'était aussi une des composantes essentielles du déploiement de Begelstein. Après, j'ai été obligé de mettre en place un service qualité, donc j'ai une responsable qualité avec des normes, des process, des chiffrements. Et en plus, la vraie difficulté pour moi, c'est qu'on fait un produit artisanal. C'est fait à la main par des boulangers et pâtissiers. Et la vraie difficulté, c'est d'avoir la même qualité. Et je te remercie de le souligner parce que j'aimerais que ce soit encore plus qualitatif et encore plus flat, parce que je ne suis pas McDo, et qu'un boulanger, il a ses états d'âme, et que la pâte, c'est un produit vivant avec la levure, et quand il y a plus ou moins d'humidité, ça gonfle plus ou moins, quand il fait plus ou moins chaud, ça gonfle plus ou moins. Et c'est un vrai travail pour essayer de garantir une linéarité dans l'offre qu'on a. Moi j'avais une question par rapport à toutes les personnes qui ont du capital dans votre entreprise.
comment vous les gérez au quotidien? En gros, quels sont les problèmes qu'il peut y avoir au quotidien que vous avez dû dans la gestion avec eux? Il n'y a pas de problème au quotidien, mais parce que j'ai des super actionnaires que j'ai choisis. Hein. C'est le plus gros, c'est Migros. Migros, il pèse 34 milliards. Je ne dis pas qu'il en a un peu rien à foutre. Mais c'est des gens qui sont extrêmement compétents, qui ont des problématiques semblables aux nôtres, puisqu'ils ont des centaines de magasins qui livrent tous les matins en produits frais en fabriquant la nuit. Et ils me font, et je le dis comme ça, ils me font le plaisir de me consacrer une journée tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'on s'enferme une journée avec eux tous les 2 mois. Ça, c'est pas un problème, c'est une vraie valeur ajoutée pour moi. J'ai pas de problème particulier, si ce n'est que j'étais pas du tout structuré pour faire du controlling et du reporting. Mais alors pas du tout. Et eux, ils ont des modèles de tableaux avec des... Bon, il se trouve que c'est le même référentiel comptable, ce qui est déjà pas mal. Mais ça a été de leur fournir des informations financières pour lesquelles je n'étais pas formaté. J'étais formaté chez Price, mais je n'étais pas formaté dans ma boîte pour les produire. Et ça a mis beaucoup de temps, alors que je viens de ce monde-là. Donc on pourrait dire, fastoche, il suffit de faire une extraction, de les compiler comme ça, pas du tout. Avoir une vraie marge au quotidien, c'était extrêmement compliqué parce que ça implique beaucoup de choses derrière, ça implique des inventaires permanents dans les centres de production. Donc il y avait une vraie discussion financière pour laquelle j'étais pas prêt, et ça a été compliqué. Et puis, eux, ils comprennent pas forcément que j'ai pas mon bilan le 4 janvier. Et quand je leur dis que ça sera le 15 juin parce que c'est la date le plus tard que je peux sortir, ils comprennent pas. Ils en ont besoin avant. Donc il y a parfois des petits décalages parce que je suis une petite virgule chez eux et que c'est un énorme groupe. Mais encore une fois, c'est mon choix de partenaire. Hein. C'est pas, j'ai vécu tellement de situations difficiles avec des amis à moi ou des startups dans lesquelles je travaillais en M&A chez Price, où ça peut être extrêmement violent. Mais moi, ça se passe bien. Et du coup, la rigueur qu'ils vous ont imposée, ça vous a aidé ou... Ah, grave. Ça a été hyper bénéfique. Avoir des tableaux de bord, des outils de pilotage, être sensibilisé, mettre en place des outils de suivi de trésorerie. Moi, c'était très empirique et c'était tout dans ma tête. Donc ça a fait un bien fou de pouvoir le partager avec mon associé, avec les fonds et avec les salariés et les services comptables et pouvoir anticiper et prévoir. Ouais, ça a été... C'était chiant à mettre en place parce que je n'étais pas structuré, mais c'était très bien. Vous expliquez en début de conférence que c'est compliqué pour vous d'avoir des fonds pour commencer Regal Style. Vous, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur pour trouver des fonds? Jouer au loto, demander à papa-maman. Alors, trouver des fonds. Ouais, aujourd'hui, il y a quand même plus de sources. Ça reste pas facile et ça reste le nerf de la guerre. Le premier conseil, c'est ayez-en un maximum parce que ça va vous le cramer, mais à une vitesse que vous imaginez même pas. Donc, ça aussi, je ne referai pas ça comme ça. Pour en trouver, il y a souvent beaucoup plus d'aides au coin de la région, de BPI, Après, il y a le crowdfunding, mais ça nécessite quand même d'avoir démarré un petit peu des fonds qui soient institutionnels ou des particuliers ou des business angels. Business angels, ça peut être un peu en amont, mais ce qui est dur, c'est les premiers chiffres d'affaires, parce qu'il y a peu de personnes qui vont investir sans que vous ayez 1 euro de chiffre d'affaires. Et ça nécessite un petit peu d'argent quand même. Donc, si vous avez des velléités entrepreneuriales, je peux que vous conseiller d'en avoir un maximum derrière vous, parce que tout coûte très cher, de la création de la société à monter un site. Alors ça peut être très light, mais c'est de l'argent quand même. Et au départ, il y a une notion de pari, d'audace, de risque. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous avez des idées, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Alors, ma question, c'est, là, en écoutant votre parcours, moi, personnellement, ça me parle un petit peu parce que j'aimerais bien faire de l'entrepreneuriat, mais après une expérience dans le conseil. Et est-ce que, du coup, de votre propre expérience, je vois que c'est un type de parcours qui marche, mais parmi les entrepreneurs que vous connaissez, les business qui ont marché autour de vous, est-ce que vous pensez que c'est une formule gagnante, entre guillemets, ou est-ce qu'en général, c'est vraiment les entrepreneurs purs qui réussissent le mieux? Moi, je le vois avec ma personnalité, c'est que j'aurais jamais eu le courage de le faire à la sortie. Et que les entrepreneurs qui réussissent sans avoir ce bagage, il y a encore plus d'audace, plus d'inconscience. Et moi, je suis très admiratif. Mon associé, par exemple, il peut parler de tout avec n'importe qui. Moi, j'aurais pas pu. J'ai besoin d'asseoir ce que je dis sur un socle. Donc, il était inconcevable. Donc, ça va dépendre de la personnalité. Et toi, si tu te dis, je veux faire du conseil et tâter un peu de l'entreprise avant, ça ne peut que te renforcer après. Selon ta personnalité, ça donnera une vraie légitimité à tes yeux d'abord. Et c'est comme ce qui est important, puisque je vous l'expliquerai après, mais en termes de s'impliquer dans son entreprise, c'est toi qui es le porteur de ton projet. Et si tu arrives à prouver, à amener, à embarquer ton auditoire avec toi, et si pour ça tu as besoin d'être passé par la phase conseil, ça peut être qu'un plus. Mais il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Moi, j'aurais pas pu le faire, toi je ne te connais pas, mais il y a des gens qui n'en ont pas besoin et qui peuvent foncer dedans. Vous avez parlé de votre femme et de vos enfants dans l'entreprise. Alors, je suis un peu dans votre cas, j'aimerais lancer aussi mon entreprise et j'aimerais mettre ma femme dans l'affaire, entre guillemets. Alors, je me demandais comment on concilie tout ça et comment on se lance dans une aventure comme ça et si ça rajoute pas encore plus une charge aux difficultés. Sacrée question. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais en aucun cas ma femme n'a travaillé avec moi. Elle était juste là pour ouvrir la porte à l'huissier, mais c'est la seule chose. C'est une vraie décision de couple, et une putain de décision de couple, hein, parce que ça peut aussi tout foutre en l'air. Hein. Ou pas. Non, mais c'est un vrai marché le bagel ici. Est-ce que ta femme qui vit les mêmes affres que toi, c'est un soulagement ou c'est une double peine? C'est ça la question à se poser. Est-ce que vous êtes suffisamment costauds tous les deux pour pouvoir affronter les sinusoïdes de l'entrepreneuriat? Et est-ce que vous n'avez pas besoin à un moment donné d'avoir un îlot sur lequel vous pouvez souffler en attendant de repartir à l'abordage? Je pense qu'il faut que les choses soient claires et surtout, il ne faut pas de non-dit, parce que ça, c'est la fin de ton couple et peut-être la fin de ton aventure entrepreneuriale aussi. Il faut se dire les choses, se dire les choses, se dire les choses. Il n'y a plus de bégueule, hein, mais continue, je pose des questions. Tout à l'heure, en parlant du financement, vous avez dit qu'il fallait un premier chiffre d'affaires en général pour apporter du financement. Cependant, vous étiez quand même sur un concept novateur en France, un marché qui n'existait pas, et vous avez quand même réussi à être financé avec pratiquement zéro. Ouais. Comment vous avez fait? On avait une bonne chat avec la banque. Maintenant, je dirais que je sortais de 10 ans de Pricewaterhouse, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. À Strasbourg, le poste de directeur du Racing Club de Strasbourg, c'est juste au-dessus du poste de maire. Donc, je connaissais du monde et j'avais un peu prouvé quelque chose aussi, ce qui est plus facile. Et j'avais un peu profité de cette situation pour emmener des banquiers avec moi. Mais je répète aussi, j'étais caution personnelle à l'époque. Donc, j'ai pris des risques. J'ai pris des risques.
Mais honnêtement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je pourrais encore emprunter 100%, voire 110% du montant à financer. Ça a quand même changé un petit peu la donne en 10 ans. Et les contraintes des banques, avec des... Alors ils se réfugient vachement derrière ça aussi pour refuser ou accorder des prêts. Mais je le vois pour mes franchisés qui veulent ouvrir des boutiques et pour lesquels il y a des montants d'apport qui sont requis. Et autant au début, chez nous ça coûte entre 120 à 200 000 euros de boutique, clé en main. Au début, il y en a qui arrivent 10, 20, 25 000 euros. Aujourd'hui, même ça ne suffit pas. Les banques, elles veulent plus. Mais maintenant, il y a des organismes comme la BPI ou CIAJ qui proposent des contre-garanties et qui permettent de diminuer le risque de la banque et de faciliter votre accès au crédit. Donc, c'est des contre-garanties où elles contre-garantissent 50% du crédit. Donc, ça vaut le coup de les solliciter parce que ça rassure les banquiers. Il faut déjà aussi ces personnes-là. Moi, j'étais sur la création d'un concept, on va dire, un peu novateur sur Grenoble, et j'ai eu affaire au fait de devoir prouver dans un sens que mon concept novateur devait marcher ailleurs. Même avec des partenaires, on va dire, du financement, de l'apport de financement un peu extérieur, on m'a dit il faut faire des comparer. Et vous étiez sur un marché vraiment nouveau, ces personnes-là, comment vous avez fait? Oui, non, c'est quand même la restauration rapide. Après, c'est nouveau dans le sens où il y a un bagel, mais ça reste du pain. Certes, avec un peu de temps, mais ça reste du pain. On avait aussi l'expérience de la restauration avec le restaurant japonais qui avait été successful et qui permettait aussi de prouver qu'on avait développé un petit bout de savoir-faire. Donc, je ne sais pas, c'est vrai que quand on arrive avec l'aspect novateur, patron et une feuille blanche, c'est un petit peu plus compliqué. La banque, elle gère son risque aussi, sauf qu'elle n'est pas du tout audacieuse. Et que c'est là que c'est difficile. Après, c'est en fonction des garanties que vous apportez et du risque qu'elle va prendre. Elle a besoin de faire des crédits, mais elle n'a pas envie de le perdre. Donc, si vous pouvez apporter un minimum de garanties avec des cautions, alors les cautions, il faut les limiter dans le temps et dans le montant maximum, avec une contre-garantie de BPI ou CIAJ, avec, selon la nature du commerce, peut-être un fonds de commerce qu'on apporte en nantissement, ça permet de travailler un peu des pistes Tout à l'heure, vous parliez des qualités requises pour être entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avec votre bagage que vous pourriez entreprendre dans n'importe quel domaine ou vous devriez rester dans la restauration rapide? Alors, je ne sais pas si je pourrais rester dans la restauration rapide, il y a peut-être d'autres choses, mais alors dans n'importe quel domaine, absolument pas. J'ai toujours pas de compte, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni j'ai un vague truc LinkedIn, et je ne sais même pas comment ça marche. Donc je suis encore à des océans de choses qui gravitent autour de moi et je pourrais pas du tout faire n'importe quoi. Non, c'est pas parce que j'ai l'esprit entrepreneurial que je pourrais faire n'importe quoi, de loin pas. Et encore moins que j'ai besoin de maîtriser mon sujet pour en parler et pour me battre. Donc non. Mais par contre, faire d'autres choses que de la restauration rapide, ouais, il y a d'autres choses à faire. Et dernière question, Maxime. Oui, au début de la conférence, vous avez parlé de votre expérience au RC Strasbourg. Et c'était pas trop en lien avec la conférence, c'était le lien avec l'audace. Est-ce que vous pouvez revenir? Comment ça s'est passé? Il y avait quand même une part d'audace. Quitter le monde feutré de l'audit pour entrer dans un monde. En plus, c'était à une époque où j'étais le seul diplômé en France à diriger un club, parce que c'était tous soit d'anciens joueurs, soit des copains de joueurs, soit des copains de présidents. Et au début, la première année, je travaillais avec un gars qui s'appelait Bernard Gardon, et qui était un ancien international, qui était très droit, auvergnat, il dirigeait super bien le club, et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Beaucoup de rigueur, et puis il s'est fait débarquer, il a été remplacé par un mec dont je ne peux pas donner le nom, qui s'appelle Claude Leroy, et qui venait d'Afrique, et avec lequel j'ai découvert l'envers du décor. Mais comme c'est filmé et qu'il y a un passage judiciaire, j'attendrai qu'on coupe la caméra, je te raconte.
bien écoutez, on vous remercie, monsieur Veil, d'être venu à Gênes. J'aimerais juste terminer. Non, allez-y, allez-y. Il y a une chose, c'est pas une phrase de moi, donc je m'approprie rien du tout, mais c'est quelque chose que je répète souvent sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, vous connaissez sûrement cette phrase, mais elle est importante, c'est pas attendre que l'orage s'arrête, c'est apprendre à danser sous la pluie. Parce qu'il y a tous les jours des avenir. Et parfois extrêmement violents, et parfois compromettants pour l'avenir. Et c'est la manière dont on va recevoir et accueillir, et je ne dis absolument pas que je suis zen et que j'ai appris à les accueillir avec zénitude, mais pas du tout. Je suis défoncé quand j'ai des mauvaises nouvelles. Mais j'arrive, et ça c'est très important, à prendre du recul, pas tout de suite. Je voulais prendre la gueule, je voulais prendre la gueule comme n'importe qui. J'ai peut-être après une capacité à prendre du recul et de la distance et à me dire ok, et maintenant. Mais je suis dévasté pendant un moment. Ça c'est une chose très importante. La deuxième chose avec laquelle j'aimerais terminer, c'est surtout, ne vous impliquez jamais. Ne vous impliquez jamais, parce que ça ne sert à rien. Et que l'eau tiède, ça n'intéresse personne. Ne vous impliquez pas parce qu'il faut vous engager. Il faut vous engager dans ce que vous faites. Que ce soit l'entrepreneuriat ou que ce soit salarié, engagez-vous. Et vous connaissez la différence entre s'impliquer et s'engager. C'est l'œuf ou le bacon. Dans l'œuf ou le bacon, la poule, elle s'implique, le cochon, il s'engage. Écoutez, merci beaucoup monsieur Veil pour cette magnifique conférence, d'avoir témoigné ici à Gênes votre expérience de l'entrepreneuriat. Je vais laisser Fourcane conclure pour annoncer les festivités de ce week-end. Tout d'abord, effectivement, je tiens à remercier aussi toute l'association, tous les étudiants de GEM en débat pour nous avoir invités à effectuer ensemble cette conférence. Donc, merci encore à vous, Thierry Veil. Et effectivement aussi, donc là c'était un peu le préambule par rapport à ce qui va se passer dans les jours qui suivent, par rapport au festival d'entrepreneuriat. On organise donc le 15 février, ce samedi, avec toute l'équipe, et donc on va avoir pas mal de conférences, pas mal de guests aussi. Il va y avoir le président de la French Tech, il va aussi avoir le French Potato, je ne sais pas si vous avez vu, qui était au CES. La star du CES sera présent à Gênes, comme je peux. Et on vous attend aussi pour d'autres entrepreneurs qui seront présents, et on vous dit à bientôt à Gênes. Merci à tous.